Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Voix est libre, émission spéciale départementale 2015. Pendant une demi-heure, nous allons voir quels sont les principaux enjeux de ces élections en Charente-Maritime. Cette émission spéciale se fait en deux parties. À 11h30, ce sera au tour du département de la Vienne d'être scruté par La Voix est libre. Mais pour l'heure, donc place à la Charente-Maritime et au débat réunissant 4 responsables politiques. Michael Vallée, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Charente-Maritime et chef de file du groupe d'opposition au Conseil général de Charente-Maritime. Face à vous, Loïc Girard, président UMP d'hiver droite, de la commission des finances au Conseil général de Charente-Maritime. Stéphane Trifiletti, porte-parole régional d'Europe Écologie Les Verts. Et Jean-Marc de la Coste-la-Raymondy, secrétaire départemental du Front National. Bonjour messieurs. 27 cantons et donc 27 binômes à élire le week-end prochain. 234 candidats pour 54 sièges. Quand on rentre dans la dernière semaine avant le scrutin, est-ce qu'il y a un changement de rythme dans la façon de faire campagne? Est-ce que c'est là où une élection peut se gagner ou peut se perdre, Michael Vallée? Tout dépend de la façon dont vous abordez les choses sur le canton où vous êtes candidat en fonction des stratégies mises en place. Il y en a qui sont partis depuis longtemps et qui font beaucoup de réunions publiques, d'autres en milieu plus urbain qui font moins de réunions publiques, qui préfèrent des porte-à-porte. Donc le rythme, je pense qu'il appartient à chaque situation locale et de considérer peut-être que ce n'est pas au moment de la campagne forcément qu'on emporte l'adhésion des électeurs, c'est plutôt sur le travail de long terme. Oui. Luc Girard. Pour ma part, je fais une campagne de réunion publique plutôt courte sur les 3 semaines précédant le premier tour. C'est vrai que ce qui paye surtout, c'est le travail de fond réalisé sur les mandats précédents. Jean-Marc de la Coste-la-Raymondy, vous avez dit que 15 jours de campagne, ça suffisait largement. Oui, non, enfin 15 jours, vous exagérez un petit peu. C'est vous qui l'avez dit. Oh, j'ai dit 15 jours, oui, 15 jours, 3 semaines. Enfin bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Nous privilégions, évidemment, dans chaque canton, le contact direct avec les populations, avec les électeurs. Nous battons la campagne, nous battons les trottoirs, nous battons les marchés, enfin un petit peu comme tout le monde. Mais nous distribuons beaucoup de papiers et nous voyons beaucoup de gens. Mais vos candidats, alors il y a des critiques maintenant sur votre candidat on les voit pendant la campagne, puis après on les voit plus du tout. Quand ils ne sont pas élus, ils disparaissent. J'ai entendu parfois des candidats fantômes. Tout de même que quand ils ne sont pas élus, on est tout de même moins visible que quand on est élu. Oui, mais on peut rester sur le territoire, alors parfois ils restent pas. C'est la première fois que nous avons des candidats partout au Front National. Donc beaucoup de nouveaux, beaucoup de gens inexpérimentés qui rentrent en politique et qui manifestent là le ras-le-bol de la population. C'est très révélateur de l'état d'esprit de la population. Stéphane Trifiletti, sur cette dernière semaine de campagne, c'est important, Elle est fondamentale, il faut aller au-devant des électeurs et des électrices, il faut leur parler, il faut expliquer, beaucoup expliquer. Et tous les enjeux, y compris si on parle au niveau environnemental, ils se raisonnent, eux, dans les temps longs. Et toute la difficulté, c'est dans un temps court, faire comprendre des enjeux qui sont globalement situés dans les temps longs. Quand on réfléchit par exemple tout simplement au dérèglement climatique, il faut se situer dans les temps longs et malheureusement ces temps de campagne sont très courts pour les expliquer. Mais quand on parle de dérèglement climatique, est-ce que ça a un rapport avec les élections départementales? Ça peut l'avoir effectivement parce qu'il y a un emboîtement d'échelle effectivement et il est évident que si on construit la 831 par exemple, on va dégager du CO2 un peu plus dans l'atmosphère et on va face à un dérèglement climatique effectivement. Alors on parlera bien sûr des dossiers dans l'émission. Loïc Girard, on dit que les observateurs politiques disent que la Charente-Maritime, c'est pas cette fois-ci, en tout cas, qu'elle basculera à gauche. Est-ce que vous êtes serein par rapport à cela? Je vais enfoncer une porte ouverte, mais une élection n'est jamais gagnée d'avance. Je me rappelle. Oui, mais franchement. Je rappelle un souvenir. J'étais déjà conseiller général quand on a conservé la majorité d'un seul siège, alors qu'on donnait la Charente-Maritime basculer à gauche. Donc il ne faut jamais être trop confiant. Michael Vallée, ça fait 30 ans que les socialistes ne sont pas aux manettes en Charente-Maritime. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment maintenant? Est-ce que vous pensez réellement avoir des chances de faire basculer le département de la Charente-Maritime à gauche? Alors basculer le gouvernement, non, là c'est pas l'objet. Basculer le département, une élection, on y va parce qu'on a des valeurs et qu'on porte des propositions. Et on ne fait pas les choses différemment en fonction, je dirais, de l'évidence de pouvoir faire le basculement ou pas. C'est toujours difficile. Une élection, c'est toujours difficile. Donc on se bat, mais on n'est pas à l'abri demain de réussir quelque chose. Et c'est mon rôle de porter ça, donc vous ne m'entendrez pas dire le contraire. Et maintenant, si vous dites « et franchement », je pense que la situation est extrêmement instable et que tout peut arriver. Stéphane Trifiletti, même analyse pour vous, tout peut arriver en Charente-Maritime? Effectivement, je crois qu'il va falloir se battre jusqu'au bout. On l'a vu dans certaines élections. On a l'impression qu'effectivement, on est quasiment sûr. Et il y a des pronostics qui sont faits très négatifs. Puis on est face à de réelles surprises. Et en général, la biodiversité, y compris à gauche, peut être un support justement de cette victoire. On va en parler de la diversité à gauche. Jean-Marc de la Coste-la-Raymondy, pour vous, l'objectif du Front National sur ces élections?
Écoutez, l'objectif, pour la première fois, je dirais, dans une élection politique, parce que ça restera tout de même une élection politique, je me garderai bien de tout pronostic, parce qu'en effet, il vaut mieux rester prudent. Je ne sais pas si ça passera à gauche, si ça restera chez Bussereau. La chose importante, le point important, ce sera le score, je pense, du Front National, qui mais vous attendez être extrêmement intéressant. Je ne sais pas si nous aurons des élus, c'est trop difficile à dire, mais ce dont je suis sûr, c'est que nous serons présents au deuxième tour dans plus d'un canton. Je rappellerai qu'aux dernières européennes, nous sommes arrivés en tête de tous les partis dans ce département. Loïc Girard-Randy l'union de la droite, elle ne s'est pas faite en Charente-Maritime. On parlera bien sûr ensuite à gauche, puisque dans 7 cantons, l'UDI se présente seul, par exemple, face à l'UMP. Ça a posé un vrai problème. Ça aurait pu se faire différemment. Je crois qu'on ne peut jamais éviter des. En tout cas, dans la région, c'est un des rares départements où ça se passe aussi mal, en tout cas entre l'UDI et l'UMP. Je ne vais pas dire que ça se passe mal, puisqu'il y a des candidats qui sont encartés à l'UDI, qui sont candidats de la majorité départementale. Je crois qu'il y a beaucoup de démarches personnelles qui n'iront pas forcément très loin. Après, je crois que l'inconnu de cette élection, et je dirais qu'on a tous un adversaire en commun, c'est l'abstention. Et un faible taux de participation va évidemment bousculer les choses. Et puis c'est vrai que la division à droite et au centre ne facilite pas les choses, mais je pense que il y a un handicap plus lourd à gauche dans ce domaine-là. Alors effectivement, la gauche aurait pu profiter de cette division de la droite départementale, sauf que entre par exemple Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, l'union ne se fait pas. Stéphane Tréfiletti, est-ce qu'une alliance en Charente-Maritime avec les socialistes, c'est plus difficile qu'ailleurs ? C'est pas plus difficile qu'ailleurs. Je crois qu'on partage avec Michael, par exemple, toute une série de dossiers sur lesquels on est complètement en adéquation. Malheureusement, je crois qu'il faut aussi raisonner à d'autres échelles, notamment au niveau national. Et on voit bien que la loi Macron, par exemple, on n'est pas du tout sur cette entrée-là, finalement, ne fonctionne pas pour nous. Et puis, il y en aurait plein d'autres. C'est-à-dire qu'il y a là aussi une inadéquation entre ce qui est porté au niveau de la gauche. On le voit au niveau national, et notamment je rappelle que M. Valls, je rappelle dans les autres départements, et au niveau national, il y a une différence, et pourtant les unions se font parfois. Représente 5% en fait des socialistes, et que, entre guillemets, malheureusement, c'est lui qui tend à l'heure actuelle à diriger la France. Ça veut dire que vous ne comprenez pas les écologistes qui s'allient avec des socialistes dans d'autres départements ? Ça veut dire qu'effectivement, on est sur des constructions à géométrie variable, dans tous les cas, mais qu'il faut bien comprendre qu'il y a toute une série d'acteurs et de politiques qui sont, et bien entendu surtout de citoyens, qui sont à l'heure actuelle très déçus de ce qui se fait par le gouvernement au niveau national. Et forcément, ça a des répercussions à d'autres échelles, et notamment en Charente-Maritime. Michael Valls, vous comprenez cette position de Stéphane Tréfiletti ? Il ne faut jamais imaginer que la division de la gauche puisse profiter à certaines formations de gauche plutôt qu'à d'autres. Et je ne le dis pas pour mon camarade Stéphane Tréfiletti, mais de s'imaginer que des difficultés du Parti socialiste puissent profiter à d'autres partis de gauche, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Donc ça, c'est la première chose d'abord. La seconde, c'est qu'il faut énormément d'énergie, et je dirais, même si c'est une élection locale, mais c'est un principe fondamental, en tout cas pour moi, un peu de sens de l'État et de sens d'intérêt général, pour considérer qu'à gauche, l'union est toujours un combat qu'il faut mener. On se sent un peu seul parfois. Il y a dans chacune des composantes de la gauche et dans chaque parti des gens qui ont envie d'y arriver. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'y arriver et qui parfois arrivent à faire en sorte qu'on se trouve dans des situations où nous n'avons pas d'accord départemental, mais il ne vous aura pas échappé, même si les focus ne sont pas sur ces cas-là, parce que c'est moins intéressant, qu'on a tout un tas de cantons où nous soutenons les uns et les autres des candidats issus de diverses formations. Je pense à Courson, je pense à Pont, il y a d'autres endroits également, et aussi des endroits où nous tentons des accords d'intérêt local. Voilà. Il n'empêche, cette mésentente entre socialistes et écologistes a pour conséquence, par exemple, parfois l'absence de candidats de gauche dans un canton de Charente-Maritime. On en parle juste après ce reportage diffusé cette semaine sur notre antenne. Saint-Porcher est le seul canton de Charente-Maritime à n'avoir aucun candidat de gauche. Ici, la fédération du Parti socialiste avait offert la place à Europe Écologie Les Verts. Mais faute d'entente au sein des écologistes, les Verts ont décliné la proposition. Il reste donc 2 candidats en lice, l'UMP et le Front National. Très rapidement, nous avons prévenu le Parti socialiste et le PRG que nous ne serions pas en capacité de présenter des candidats. Nous les avons appelés au secours pour qu'ils présentent eux-mêmes des candidats que nous aurions soutenus. Le risque, c'est que la gauche n'ait pas joué son rôle de rempart contre l'élection d'un candidat Front National.
Alors pourquoi le Parti socialiste a-t-il laissé la place vide? Michael Vallet, premier fédéral, n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet, préférant évoquer les consignes de vote. Comme à chaque fois que nous nous trouvons dans une situation où un candidat de la droite républicaine est opposé à un candidat du Front National, sans aucune ambiguïté, nous demandons à nos électeurs de choisir le candidat opposé au Front National et de voter pour la droite républicaine. Dans le canton de Saint-Porcher, Michel Doublet, UMP, est conseiller général depuis plus de 30 ans. Alors, les Verts s'interrogent sur les intentions de la fédération du Parti socialiste. Quels que soient les griefs qu'on a à l'égard de M. Doublet, cumul, des mandats, politique de l'eau, ça ne justifie pas d'avoir une absence de la gauche sur ce canton quand le Front National est si présent et a de si bons résultats dans certaines communes lors des municipales. Je trouve qu'on joue avec le feu et que c'est très dangereux, j'en suis désolée. Les résultats de ce canton seront donc particulièrement attendus, d'autant que lors des présidentielles, le Front National avait totalisé plus de 20% des suffrages à Saint-Porcher, davantage que la moyenne nationale. Et les candidats sur le canton de Saint-Porcher sont donc Michel Holsten et Albert Maes pour le FN et Michel Doublet et Brigitte Séguin pour la liste d'union de la droite. Michael Vallet, rapidement, est-ce que la gauche ne s'est pas tout simplement dit que Michel Doublet est indétrônable dans ce canton, puis voilà? Ça ne va pas être très rapidement, je vais prendre 2 secondes. On n'augmentera pas les taux d'imposition pendant 6 ans. On remet à plat la politique routière. On redéfinit complètement la politique sociale. On a un programme départemental qu'on a présenté. On n'a pas eu 30 secondes d'image là-dessus. Et quand on a un canton où, sur 108 candidats à trouver, il y en a 104 pour la gauche, on arrive à nous faire un reportage comme ça, qui finit en dépêche AFP et à diffusion nationale, alors que la réalité des choses, c'est ce qu'on appelle les choses de la vie. Donc les aléas, mais pas du médias. tout. Ce que je veux dire, c'est que ça reste anecdotique par rapport à l'enjeu fondamental. Le fait est que là, ce sont les choses de la vie. On avait un accord avec nos camarades d'Europe Écologie Les Verts pour qu'ils puissent aller sur ce canton. Il y a eu une difficulté, et je ne cherche pas de coupable ou de responsable, parce que c'est quelque chose qu'on regrette tous. À une semaine du scrutin, moi je suis premier fédéral, je ne suis pas prestidigitateur, je ne sors pas 4 candidats du chapeau. Ça n'est ni plus ni moins que ça. Et je ne permets à personne de considérer qu'on joue avec le feu sur ce canton-là. Le candidat du Front National, il y sera battu. Nous avons pris nos responsabilités en termes de parti républicain. Et non seulement il y sera battu, il se passera la même chose qu'à Marennes la dernière fois, c'est que vous ne le verrez plus pendant les 4 ans qui suivront. Loïc Girard, en faisant voter le budget primitif 2015 du département après les élections, est-ce que finalement ce n'est pas une façon d'enterrer le débat dans cette campagne? Je crois que le débat il a lieu sur des sujets d'envergure. On pourrait y revenir tout à l'heure. Après, il nous manque de la matière, un peu une désortation budgétaire. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un projet de loi qui est encore en discussion au Parlement et qui doit définir les règles du jeu. On connaîtra les règles du jeu définitives après les élections. Ça veut dire que tous les départements ils sont trompés en faisant voter leur budget primitif? Je crois qu'il y avait tous les départements n'ont probablement pas les mêmes problématiques que nous. Je vais prendre un exemple. Vous prenez le port de la Cotinière, sujet que connaît bien également Michael Vallet, un projet à plusieurs dizaines de millions d'euros. On nous annonce que les départements vont perdre la compétence portuaire et qu'elle risque d'aller soit aux intercommunalités, soit aux régions. Est-ce qu'on engage un projet comme celui-là avant les élections sans connaître, sans savoir si cette compétence va rester départementale, ou est-ce qu'on attend effectivement de connaître les règles du jeu? Donc c'est un sujet parmi d'autres, mais c'est important de connaître les compétences et aussi les ressources qui vont avec. Je plains le représentant de l'UMP qui est obligé aujourd'hui de parler à la place de Dominique Bussereau, qu'on aurait eu plaisir également à débattre avec lui. Les compétences pour les conseils généraux pour 2015 sont parfaitement connues. Tous les ans, on a voté des budgets au mois de décembre. Pour 2015, elles sont connues. Pas la peine d'ergoter, M. Lacoste-Larry m'ont dit. Ça ne changera pas en 2015. Donc les budgets, on pouvait parfaitement les voter. Mais comme en 2011 et en 2014, on a eu 0% d'augmentation d'impôts en année électorale, cette année, c'est encore plus fort. Le budget a été reporté au mois d'avril. C'est un manque de cohérence, tout simplement. Je vois que vous travaillez sur un an, c'est une politique à courte vue. Permettez-moi de répondre sur la situation de Saint-Porcher, sur laquelle vous ne m'avez pas interrogé, mais je vous répondrai tout de même. Mais je vous écoute. Puisque nous sommes les premiers intéressés tout de même. Pour moi, la situation de Saint-Porcher, avec l'absence d'un candidat de gauche, est d'abord une honte pour le parti au pouvoir, qu'on le veuille ou non, même si c'est anecdotique dans un cadre plus large du département. Première observation. Deuxième observation, une situation qui me paraît parfaitement emblématique de ce qu'on appelle depuis maintenant longtemps l'UMPS. La déclaration de M. Vallet
soutenant avant le scrutin, appelant à voter pour M. Doublet. Enfin, c'est quand même hallucinant, mais ce n'est finalement que la réponse du berger à la bergère de M. Bussereau, qui, lors de l'élection législative du Doubs, avait appelé à voter socialiste. Autrement dit, l'adversaire principal de tous ces gens-là qui nous gouvernent, c'est le Front National, finalement. Alors, on termine là-dessus avec vous, Stéphane Trifiletti. Vous étiez en train de simplement réagir. de petites choses. Beaucoup de choses ont été dites. Effectivement, je crois que c'est un couac. C'est un couac. En tant que responsable effectivement local, j'en prends acte, j'en ai pris acte. Et effectivement, je crois que ça nous servira de leçon à l'avenir. Il n'empêche qu'on est dans une situation où, effectivement, le Front National est en position de force. Et bon, on a vu là, on voit toute la dialectique du FN qui ressort, c'est-à-dire qu'ils nous ressortent à chaque fois l'UMPS. Bon, j'ai déjà noté, hein, si j'arrive à 10, j'aurai une quine. Hein. Vous me promettez, monsieur Lacoste. Alors, on va parler un peu plus de fond, si vous voulez bien. Des dossiers brûlants, messieurs. Par contre, je voulais finir sur la fiscalité. N'oublions pas non plus que le candidat d'hiver droite qui est ici, depuis qu'il est, entre guillemets, aux finances en 2001, n'oublions pas qu'en fait, c'est une augmentation de 51% des impôts au niveau départemental. Donc c'est quand même quelque chose qui est important à dire. Et effectivement, on voit qu'en année électorale, on nous gèle effectivement cette augmentation, mais qu'en réalité, on est sur un trend qui est très, très, très positif, avec une augmentation massive des impôts. Allez, une réponse rapide de Loïc Girard. Rapide sur ce oui. sujet-là, ça va être difficile. Ah, je sais, mais c'est l'exercice. Tous les départements ont augmenté leur fiscalité. Pourquoi ? C'est pas propre à la Charente-Maritime. Pourquoi ? Puisque je suis conseiller général depuis 2001, comme vous le rappelez, et depuis 2001, les départements connaissent ce que connaissent aujourd'hui les communes, avec l'arrivée des nouveaux rythmes scolaires, une charge supplémentaire pour les communes, et on annonce la baisse des dotations de l'État, c'est un fait. Et les élus, ils comprennent bien qu'effectivement, c'est ce que le Conseil général connaît depuis 2001 avec la mise en place de l'APA. Et donc, effectivement, les différents gouvernements ont mis de nouvelles charges ou ont créé de nouvelles charges pour les départements, ce qui a amené effectivement les départements à revoir leur fiscalité. Après, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous ne pouviez pas faire autrement, c'est ça ? C'est-à-dire que si les départements n'avaient pas revu à la hausse leur fiscalité, aujourd'hui, ils n'auraient plus les moyens d'investir. On parle, si vous voulez bien, d'un des dossiers brûlants qui concerne le département. C'est bien sûr celui du projet d'autoroute A831. Depuis plusieurs semaines, on assiste à un duel entre Ségolène Royal, qui est contre ce projet, et Manuel Valls, qui, lui, est favorable. Stéphane Trifiletti, cette cacophonie gouvernementale vous inspire quel sentiment ? Une fois de plus, c'est qu'on ne raisonne pas les choses à long terme, c'est-à-dire que la 831 Europe Écologie Les Verts a toujours été très claire sur ce dossier-là. C'est vrai que quand on voit qu'on va construire sur pilotis, parce qu'il faut que nos téléspectateurs le sachent, sur pilotis une autoroute qui va coûter 16 millions d'euros au kilomètre, alors qu'on sait pertinemment qu'on est en difficulté budgétaire, monsieur Gérard vient de le dire, et qu'on sait qu'une autoroute normalement coûte 6 millions d'euros au kilomètre, vous vous rendez bien compte là qu'il y a un hiatus, et effectivement qu'on gère ça à la petite semaine. On est sur une croissance infinie dans un monde fini. On est pour une croissance carbonée et effectivement après on s'étonne qu'il y ait du dérèglement climatique. Michael Vallée, quelle est la position du Parti socialiste? La compétence obligatoire et première d'un conseil général, c'est l'action sociale qui est la moitié de son budget. Oui, mais sur et c'est pour dire que dans le cadre de contraction budgétaire qu'on connaît, il y a parfaitement façon de faire autrement, de ne pas augmenter les impôts de plus 23%. Il y a d'autres collectivités qui arrivent. Pas, cette autoroute. Mais là-dessus, sur la 831, je crois que c'est le montant qui déterminera de toute façon, de mon point de vue, la quasi-infaisabilité de la chose. J'ajoute toutefois que c'est vrai qu'il y a des votes assez territoriaux sur le sujet et que moi j'ai certains camarades qui sont pour. Loïc Girard, peut-être, sur ce dossier. Alors, pour répondre aux deux intervenants, tout d'abord sur l'A831, donc je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la logique. Il y a eu une déclaration d'utilité publique. Ça serait intéressant de connaître le coût de ce projet. Alors, on est dans un contexte en plus où les prix sont plutôt à la baisse vu l'activité des entreprises de travaux publics. Donc il faudra qu'on fasse le point une fois que le coût sera connu. Mais c'est un projet qui est soutenu par les élus de Charente-Maritime, de la majorité, mais également les élus rochelais comme le maire de La Rochelle ou le député, des élus de droite comme de gauche de Vendée et le conseil régional des Pays de la Loire qui est à gauche. Qu'en pense le Front National ? Le Front National, on pense que cette cacophonie gouvernementale, à l'UMP d'ailleurs comme au Parti Socialiste, finalement aboutit à une inaction absolument totale. Vous la souhaitez ou pas, cette autoroute A831, pendant plusieurs années et n'a pas réussi à sortir le dossier. Moi, vous la voulez ou pas ? Je dirais simplement qu'en arrière-plan, pour moi, c'est important pour le département, c'est la déviation de Maran, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par l'autoroute ou par une déviation spécifique. Mais je crois que le problème numéro un, c'est beaucoup plus
de résoudre le problème de l'engorgement de Maran, plutôt que la liaison entre Nantes et Bordeaux, dont les usagers maintenant se font fort de passer par Donc Niort, Maran, ça vous passionne parce que en préparant cette émission, je suis tombé sur une interview que vous avez donnée il y a un mois. C'est un drame pour Maran, cette affaire. Je suis tombé sur une interview que vous avez donnée il y a un mois à nos confrères du littoral. Oui. Et quand on vous pose la question, par exemple, sur votre positionnement sur le projet de super incinérateur ou sur le péage de l'île d'Oléron, vous répondez que ce n'est pas un sujet passionnant. Qu'est-ce qui n'est pas passionnant dans ces sujets-là? Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas un sujet passionnant. Ah si. Mais je dirais non, je mettais l'accent sur le caractère politique de cette élection. Ce qui n'exclut pas évidemment l'intérêt qu'on doit légitimement porter aux projets locaux. Le pont de l'île d'Oléron, nous sommes contre, nous avons pris position. Le projet de péage de l'île d'Oléron, nous sommes contre, nous avons pris position, et le candidat que nous soutenons sur l'île d'Oléron a déjà pris position là-dessus. Et sur le super incinérateur de Chilé? Alors, incinérateur de Chilé, moi je n'ai pas évidemment toutes les pièces du dossier. Il me semble qu'il y a surtout un déficit démocratique dans cette affaire, et que je ne suis pas sûr que toutes les données du problème étaient prises en compte. Moi, je suis pas contre. Pour un référendum populaire. Mais pour un référendum, et surtout pour une remise à plat technique du dossier. Stéphane Trifileti. Parce que je pense qu'on n'y voit pas assez clair. Bon, en fait, là, on voit qu'on a très clairement des gens qui n'ont pas forcément de lisibilité par rapport aux grands projets inutiles. On est face à des grands projets inutiles. On l'a vu avec la 831. On voit qu'on peut mettre, y compris la santé de nos concitoyens, en danger par rapport à l'incinérateur des Chilets. Et vous avez oublié de parler de Suite Paillé, qui est la même problématique. On voit effectivement que ici, il y a un véritable déficit démocratique. Et c'est vrai que quand on se dit 1 milliard d'euros dans une A831, finalement pour détruire du patrimoine, y compris nos 100 000 hectares de marais que l'on a en Charente-Maritime, et qu'on va aboutir à avoir plus, écoutez bien, parce que le chiffre vaut son pesant d'or, on aura plus de kilomètres d'autoroute que de plage si jamais elle se réalise. Je crois qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, de se dire, est-ce que la transition écologique de l'économie ne serait pas un support justement pour créer les emplois de demain, à la place d'être sur un ruban qui coûtera très cher à l'ensemble de la société et qui ne permettra pas qui permettra un développement seulement sur le projet de péage du 20e siècle. Sur le projet de péage de l'île d'Oléron, 45% des recettes iraient au département. J'imagine que vous êtes favorable à cela, Loïc Girard. Alors, tout d'abord, vous ne m'avez pas laissé répondre à Mickaël Vallée quand il parlait de l'augmentation de la fiscalité de 23,8%. En fait, il additionne, il additionne les choux et les carottes, puisqu'en fait, il y a une réforme fiscale qui est intervenue en 2010, qui a supprimé la taxe professionnelle. Et quand Mickaël Vallée martèle ce chiffre de 23,8%, il essaie de faire croire en fait à la population que la pression fiscale sur leur foyer a augmenté de 23,8%. C'est le message qu'il veut faire passer. La réalité est différente, puisqu'il accumule en fait des augmentations votées avant la réforme de la taxe professionnelle, quand le département percevait les 4 taxes, taxe professionnelle, foncier bâti, non bâti, taxe habitation, et des augmentations votées après, qui ne portait que sur la taxe foncière. Voilà. C'était un point de détail, mais qui était important à apporter. On va avancer, si vous voulez bien. Allez, une courte réponse, s'il vous plaît, très courte. Quand on fait des augmentations de 8%, de 5,5% en une seule année, qu'on ne fait pas d'augmentation les veilles d'année électorale, on ne vient pas donner des leçons. C'est dans ma commune, ça fait 5 ans que je n'augmente plus les impôts. Venez pas faire semblant de ne pas augmenter la fiscalité par confort au département de la Charente-Maritime. Vous allez sur des projets qui ne sont pas utiles, vous augmentez, et vous augmentez les taux. Non, mais arrêtez. En tant que maire, je n'ai pas augmenté la fiscalité depuis 2002, donc je ne suis pas un fou furieux de l'augmentation fiscale. Sur le projet de péage de l'Oléron, s'il vous plaît, Loïc Girard, j'ai envie d'avoir votre point de vue là-dessus, s'il vous plaît. Sur le pont d'Oléron, les élus d'Oléron se sont prononcés favorablement. Je crois que ça va être intéressant, effectivement, que la nouvelle Assemblée départementale puisse se prononcer sur ce projet. Et puis, elle va être profondément renouvelée. C'est un choix important qui compte pour l'avenir de l'île d'Oléron et de la Charente-Maritime. Et ça sera intéressant d'entendre tous les points de vue. Et sur le dossier de la prison de Fontenay, qui finalement ne se fera pas assez d'argent, explique Christiane Taubira. Est-ce que c'est une déception pour vous ? Malheureusement, on s'y attendait depuis de nombreux mois, depuis le changement de gouvernement. Donc après, on compte aussi sur un changement de gouvernement dans quelques temps pour remettre ce dossier sur la table. Sur la prison de Fontenay ? Sur la prison de Fontenay, alors au-delà de l'aspect financier qui est réel, bien entendu, je souscris au propos de M. Girard, mais au fond, ce n'est que le résultat, c'est parfaitement révélateur de la catastrophique politique pénale de Mme Taubira qui est contre la prison. Alors elle ne verra jamais le jour tant que les socialistes et Mme Taubira seront Stéphane Trifileti.
Là, on retrouve tout à fait les positions classiques de la droite. On est plutôt sur fermer les écoles, vous ouvrirez des prisons. Et effectivement, on est dans le tout répressif, alors qu'à un moment donné, il faut absolument réfléchir à comment faire pour que dans une société, on n'arrive pas à des degrés, notamment de déviance en termes de petites délinquances, excusez-moi. Il nous reste plus qu'une minute 30, s'il vous plaît, sur la clause de compétence générale qui va disparaître logiquement des départements, ce qui va réduire la possibilité pour la future assemblée départementale, je le rappelle, de s'immiscer bien dans des thématiques par exemple économiques. Est-ce que ça n'a pas le mérite de la clarté ? Je pense qu'une clarification de la question de la clause de compétence générale, et notamment par le fait d'avoir certaines collectivités qui soient chefs de file clairement sur certains sujets, ce qui n'interdit donc pas moins de levier, mais au moins plus de clarté d'agir, c'est plus de clarté, et je pense que c'est pas plus mal. D'un mot sur le pont d'Oléron, parce que j'ai rien pu dire. Évidemment, je suis contre. Il faudrait que M. Laraymondi mette d'accord son candidat sur Oléron et sur Marennes, parce qu'ils disent pas la même chose, et votre candidat sur Marennes n'est pas opposé. Sur la clause de compétence générale, Loïc Girard. Moi, j'ai toujours plaidé pour qu'on clarifie les compétences. Enfin, Michael Vallée peut en attester au sein de l'Assemblée départementale. J'ai toujours plaidé pour ça, pour qu'on puisse le faire de nous-mêmes. C'est plutôt une bonne chose, mais on se rend compte qu'il y a tellement d'opportunités laissées aux départements, de toute façon, pour intervenir en dehors de leurs compétences obligatoires, puisque l'État n'a plus les moyens d'assurer la péréquation. Les départements auront toujours un rôle à jouer, puisque leur rôle est conforté en matière de solidarité territoriale, et on sera un acteur très présent auprès des communes rurales, notamment. Je vous tous prendre des notes, messieurs, ce n'est pas la peine, c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je laisse la place à Laïd Beritan et ses invités pour la seconde partie de cette émission spéciale départementale 2015, une seconde partie consacrée à la Vienne. Bonjour, et c'est de la Vienne dont on va parler maintenant pour cette deuxième partie d'émission, un département historiquement à droite et qui a notamment été marqué par la présidence de René Monory de 1977 à 2004. Aujourd'hui, la Vienne est dirigée par une courte majorité de centre droit, par l'UMP Claude Berthaud. 21 sièges pour la droite, 17 sièges pour l'opposition, et ce dernier a décidé de se retirer de la vie politique après plus de 30 ans de carrière. Qui pour lui succéder au soir du 29 mars? Mes 4 invités ont du moins cette ambition. Myriam Rossignol, représentante du Front de gauche et d'Europe Écologie pour la Vienne. Bonjour. Bonjour. Alain Verdun, secrétaire départemental du Front National, toujours Bonjour. Pour la Vienne. Jean-Daniel Busseau, conseiller général socialiste et chef de file du groupe d'opposition au Conseil général. Enfin, Bruno Belin, vice-président UMP du Conseil général de la Vienne. Merci à tous les 4 d'avoir accepté ce débat sur le plateau de France 3 Poitou-Charentes. On le dit souvent, mais cette élection ne passionne pas les foules, à tort certainement, il n'empêche. Ce scrutin apporte son lot de nouveautés. Réforme des cantons, parité imposée, campagne en binôme, bref, ça bouscule les habitudes des partis politiques. Qu'en est-il sur le terrain auprès des électeurs ? Des éléments de réponse à travers ce reportage tourné dans le canton de Migné-Auzance, signé Élodie Girard et Stéphane Bourrin. Nous sommes dans le canton de Migné-Auzance. La ville à l'est, la campagne à l'ouest, un nouveau territoire de 26 000 habitants à convaincre. Benoît Princet est agriculteur de métier, candidat aux élections départementales. Bonjour madame. Il doit faire preuve de beaucoup de pédagogie. Vous savez que bientôt il y a des élections, les départementales, vous êtes au courant? Oui, j'ai entendu à la radio. Oui. Voilà, le territoire a un peu changé. En fait, maintenant c'est 19 communes. Maintenant, expliquer la réforme territoriale. La tâche n'est pas toujours aisée. Non, vous voulez pas en entendre Face parler? à des électeurs parfois hostiles, souvent perdus. Oui, un peu, oui. C'est vrai qu'avec le recoupage maintenant avec toutes les communes. Vous y comprenez quelque chose, vous? Pas tellement bien, mais enfin, disons que faut faire avec, quoi. Quand on pose la question aux gens, on se rend compte qu'ils ne sont pas informés et ils ne connaissent pas du tout le nouveau découpage et puis ce qu'il en est. Et puis en même temps, il y a le découpage de la région. Donc les gens confondent entre le découpage de la région et le découpage du département. À l'autre bout du canton, plus près de la ville, le constat est le même. Beaucoup de portes closes, un peu de bavardage. C'est le 3e passage de l'équipe socialiste dans la commune. Yves Rouleau ne s'explique pas vraiment ce qu'il nomme pudiquement un manque d'emballement des électeurs, mais il le sait, cela n'augure rien de bon dans les urnes. Je ne sais pas autrement, peut-être aussi parce que c'est le seul scrutin. Les scrutins précédents départementaux étaient toujours accompagnés, les municipales ont accompagné les régionales, donc il y avait une motivation qui se démultipliait. Ce n'est pas le cas cette fois. Et vous pensez que ça va se voir dans les urnes ? On fait tout pour qu'il y ait le maximum de gens qui se déplacent. Dans la Vienne, le taux d'abstention avait atteint quasiment les 52% lors du dernier scrutin cantonal.
Qu'en sera-t-il pour ces départementales nouvelle formule? Réponse les 22 et 29 mars. Et pour être au complet, je vous propose de découvrir les autres candidats de ce canton, donc à Migné-Ausence, dans la Vienne. La première question, elle est pour vous, Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche, Myriam Rossignol. On sait traditionnellement que ce type d'élection, les cantonales au scrutin majoritaire, chez vous, Front de Gauche et ELV, vous n'aimez pas trop. Ne pensez pas qu'il fallait partir unis pour cette élection, notamment avec le Parti socialiste, pour vous donner toutes les chances? Mais nous sommes unis et nous sommes rassemblés puisque nous regroupons 4 organisations politiques au total. Mais pas avec le PS. Pas avec le PS, effectivement, puisque l'un de nos objectifs à long terme, c'est quand même nous sommes d'accord, l'ensemble des organisations de cet accord, pour construire une alternative à gauche du PS. On s'est retrouvés sur plusieurs objectifs forts, en opposition aux politiques d'austérité en France et en Europe. On s'est retrouvés aussi sur des objectifs forts aussi autour de l'urgence sociale et l'urgence environnementale. Sur des plateformes nationales, finalement. Oui, aussi, parfois. Mais ce que je veux dire par là, oui. Myriam Rossignol, posé autrement, ça signifie qu'une élimination dès le premier tour, je vous rappelle que pour que le candidat arrive en 3e position, sera éliminé. Donc vous donnez plus de chances, entre guillemets, de ne pas arriver au second tour dans ce type de configuration, oui ou non? Nous, notre objectif, c'est de construire une nouvelle force à gauche. Une nouvelle force à gauche et de regrouper tous les antilibéraux. Notre objectif dans cette élection, c'est de donner une nouvelle chance à ces gens qui restent chez eux, ces gens qui ont des valeurs de gauche, qui restent chez eux, qui ne vont pas voter, qui s'abstiennent, de s'exprimer différemment. C'est ça notre premier objectif. Jean-Daniel Blusseau, Alliance Globale Vert, FG, PCF, PS, c'est une manière de laisser filer vos chances pour ces élections, oui ou non? Il y a sans doute dans un certain nombre d'endroits des risques, effectivement, que la gauche ait des difficultés, soit pour arriver au second tour, soit pour... Je vais reprendre une phrre de Jean-Christophe Cambadalis, le secrétaire national du PS, qui dit, lui, une gauche divisée, c'est une gauche éliminée. C'est un risque, en tout cas. Un risque. Vous l'assumez, vous le prenez? Il a raison. Mais on ne le prend pas. On le constate. Il y a effectivement eu la difficulté. Il y a des départements dans lesquels il y a effectivement une gauche qui est rassemblée. Il y a des cantons dans la Vienne où il y a une gauche rassemblée, en tout cas avec Europe Écologie Les Verts. Donc c'est possible, c'est une possibilité. L'idée, c'est effectivement de dire est-ce qu'on laisse ou est-ce qu'on laisse pas la droite continuer à diriger ce département. Alain Verdun, je pourrais vous poser la même question qu'à Myriam Rossignol, mais cette année, le Front National a le vent en poupe. Il est en tête dans les instituts de sondage. J'ai bien dit instituts de sondage. Ça ne fait pas forcément l'élection, mais pour autant, quoi qu'il arrive, vous aurez peu de chances de ravir ce département à la Vienne par le mode de scrutin type. C'est-à-dire que si l'UMP fait plus de 10 cantons, vous n'aurez pas de présidence du département, Alain Verdun. Ça vous chaffine? Ça ne m'inquiète pas du tout, dans le sens où que c'est l'électeur qui va décider tout d'abord au moment du vote. Ça, c'est la première chose. Mais j'ai écouté tout à l'heure madame qui disait, évidemment, les partis, évidemment, le rapprochement des partis ultralibéraux. Je pense que cette forme libérale de rapprocher les partis est encore une preuve que quand on est presque, disons, à la merci ou alors des autres, et puis d'être éliminé évidemment sur une élection, eh bien on fait appel à ces petits copains, et on le voit bien aussi notamment à l'UMP avec l'UDI, on sait comment que ça se passe. Ceci dit, cette élection départementale, nous allons la mener fort et tambour battant, puisque on a un potentiel électoral, voilà, on a une fidélisation de notre électorat, notamment lors des élections européenne, donc notamment dans la Vienne, qu'on est le premier parti de la Vienne aux élections européennes. Mais ceci dit, c'est quand même les électeurs qui vont choisir. Bruno Belin, on sait que depuis 2011, justement, le Front National fait des scores importants, qu'il est en montée constante. On sait que depuis, justement, ces dernières années, eh bien, souvent, l'électeur UMP s'est retourné souvent vers le Front National à cause des divisions de l'UMP. Vous le sentez ? Même sur une élection comme celle-ci? Il est capital d'expliquer les enjeux de cette élection départementale. Parce qu'il est capital par rapport à une crainte d'une faible mobilisation. Il est capital parce que les enjeux, les compétences de cette collectivité, c'est la vie quotidienne de nos concitoyens qui est concernée. Là-dessus, avec le reportage que vous venez de montrer, qui illustrait bien que c'est compliqué, il faut souligner l'amateurisme du gouvernement.
5 reports d'échéances électorales, on ne présente pas au Parlement les compétences à temps, on fait le découpage régional en même temps que le découpage cantonal, on fait un tripatouillage avec le découpage et le charcutage des cantons. Comment voulez-vous que le citoyen s'y retrouve? Donc il faut absolument expliquer que le 22 mars, il va voter pour lui, parce que c'est ses compétences de solidarité, le collège, les routes, voilà, c'est des choses qui vont le concerner au quotidien. C'est de la pédagogie, vous avez fait une campagne de pédagogie? Tout à fait, en rencontrant tous les jours, dans du porte-à-porte, et quand on explique, les gens comprennent. Jean-Daniel Busseau, je reviens vers vous la semaine prochaine, pas moins de plusieurs ministres dans les Deux-Sèvres, Christiane Taubira, François Rebsamen dans la Vienne, Bernard Cazeneuve la semaine suivante. Nous sommes mobilisés. Mais quoi, c'est une élection locale que je... Oui, mais vous êtes en train de nationaliser le débat ou pas? Regardez, on vient d'entendre un excellent exemple de tentative de nationaliser, effectivement, en disant que tout ça, si on n'arrive pas à faire sortir les électeurs, c'est la faute du gouvernement. Bon, si on veut. En tout cas, on est effectivement sur le terrain, électeur après électeur. Vous ne croyez pas que les faits escomptés soient inversés, ou que les faits, dans les cas, l'avenue de ces ministres puisse être mal interprété? Je ne crois pas, parce que l'avenir des départements, l'avenir de nos territoires, c'est aussi des décisions qui sont nationales. Moi, quand j'entends le Premier ministre annoncer, réaffirmer des mesures pour réimplanter les services publics dans les territoires... C'était hier lors de son déplacement dans l'Aisne. Absolument, je veux dire, ça nous intéresse localement. C'est des réponses qu'on donne aussi aux gens. C'est pas un peu tard? Mais c'est pas un peu tard, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Autre question, Bruno Bolin, parce qu'elle va se poser très rapidement. Qui vous animait justement cette campagne au nom de l'UMP? Qui pour présider le département? Il ne fallait pas poser cette question parce qu'on nous avait dit c'est trop tôt, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Là, je vous la pose, on est en pleine campagne. C'est vous, Guillaume de Russey. Est-ce que la question est tranchée? Il faut d'abord expliquer l'enjeu. Il faut qu'il y ait un premier tour. Il faut qu'il y ait le deuxième tour. Et cette question-là, rassurez-vous, le soir du 29 mars, vous aurez une réponse véritable. D'abord, laissons les gens s'exprimer, laissons le débat. Je crois que c'est important. Enfin, je crois qu'on est dans un département où on voit bien comment l'emploi est attaqué. Et on fait venir le ministre du Travail. J'espère qu'il aura au moins, lui, le courage de recevoir les salariés d'Isodelta ou ceux de... Quand on abordera les points, je vous pose la dernière question, Bruno Bolin, mais différemment. Bruno Bolin ne sera président du Conseil général de la Vienne si, oui, et à la seule condition qu'il ait une majorité élargie et pas cadenassée, comme durant la présidence Berthaud 2008-2014. Quand on veut une politique claire, il faut une majorité claire. Donc c'est bien ce que je dis, c'est QFD. Donc on a entendu le signal. Thème de cette émission, c'est l'emploi, bien entendu. Les annonces des plans sociaux, et vous avez effectivement abordé cela à l'instant. Dans la Vienne, nous en avons, CUIT à Loudun, Bureau-Forme à Valdivienne, Fédéral Mogul à Chasseneuil-du-Poitou, Itron, toujours sur la même commune, et Haute-Olive Isodelta, il y a quelques jours, à Chiréor-Montreuil, pour ne citer que les plus importants. Que fait le gouvernement, Jean-Daniel Busseau? C'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien Premier ministre et sénateur UMP de la Vienne. C'était cette semaine au micro de nos confrères de BFM TV. Écoutez-le. La première préoccupation des Français, c'est l'emploi. Quand vous pensez, je suis sûr que le Parti socialiste ne sait même pas qu'il organise son congrès dans le département de la Vienne au mois de juin et que là, on a eu une fermeture avec l'usine CUS à Loudun. On a 200 personnes fédérales Mogul, fermeture d'usine à Chasseneuil. On a 126 licenciements à Itron, des salariés d'Itron qui n'arrivent pas à obtenir un rendez-vous à Bercy. Et on annonce un plan social à Isodelta, à Vouillé, tout ça à 15 km du lieu où le Parti socialiste va se réunir et personne ne veut recevoir à Bercy ces salariés en crise. Même Montebourg les recevait. Je me souviens que Châtel, Estrosi recevaient ces gens-là. On a l'impression aujourd'hui que le dossier de l'emploi est un dossier secondaire. C'est la première préoccupation des Français. Jean-Daniel Busseau, où sont les Alain Claes, les Catherine Coutel, les Jean-Michel Clément non, pour écoutez, soutenir et décrocher un rendez-vous auprès d'Emmanuel Macron? Alors, les députés font leur travail et je vous assure, c'est leur préoccupation première comme c'est la nôtre. Mais ils n'ont pas de rendez-vous. Mais quand même, il faut être sérieux, monsieur Raffarin, et monsieur Raffarin quand même là exagère un peu. Dès qu'il y a un emploi créé dans ce département, même quand ils n'y sont pour rien, c'est grâce à eux. Dès qu'il y a un emploi qui disparaît, c'est la faute du gouvernement. C'est trop facile. L'emploi, oui, l'emploi, c'est notre priorité. Alors face aux plans sociaux. Tous les jours, face aux plans sociaux. On se bat tous les jours, justement, face à ces plans sociaux qui sont dans la Vienne comme ils sont ailleurs. Et je ne crois pas que Isodelta soit en difficulté parce qu'il va y avoir le congrès du Parti socialiste. C'est tellement ridicule que je perds du temps à répondre à ce genre de questions, ce genre de propos.
les députés, effectivement, sont concentrés sur ces questions-là. Le ministre du Travail, je peux vous dire, est sollicité sur ces débats-là. Et ce n'est pas un hasard s'il vient effectivement dans la Vienne, c'est parce que nous l'avons sollicité justement. Donc c'est une réponse absolument. C'est une réponse à on est Jean-Pierre mobilisé Raffarin. là-dessus. Et si on fait venir effectivement le ministre du Travail, c'est parce qu'on pense qu'il faut avoir une attention particulière sur ces plans sociaux. Il y a quand même des faits. 500 000 chômeurs depuis le début du quinquennat de François Hollande, 100 000 de plus d'ici la fin de l'année. Ça, ce sont les faits. Vous continuez à dire qu'il faudra juger le président Hollande à la fin de son quinquennat et seulement à la fin de son quinquennat, Jean-Daniel Busseau? C'est lui qui le dit, et c'est laisser la présidence de la République et laisser l'élection présidentielle à ceux qui s'en occupent. Moi, je m'occupe d'une élection cantonale, dans un canton, sur un territoire et dans un département, et je pense et je fais des propositions pour l'emploi au niveau où je suis capable de faire quelque chose, je suis capable de faire des propositions. Vous savez, quand dans le département, on est 87e au niveau de l'investissement, quand dans un département, en gros, on dépense à peu près 100 € de moins par habitant au niveau de l'investissement. C'est plus de 40 millions de travaux qui ne sont pas faits pour les artisans, pour les entrepreneurs, et c'est de l'emploi qui disparaît. Faisons ce qu'on est capable de faire avec nos compétences. Justement, Myriam Rossignol, pour le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts, la situation des seniors n'est pas bonne, notamment dans la Vienne, et des chômeurs de longue durée qui continuent à se dégrader depuis maintenant 1 an. Croyez-vous à l'efficacité du plan de lutte contre le chômage de longue durée du gouvernement Valls? Puisque c'est ce qui vous différencie aujourd'hui. Ce que je constate en tout cas, c'est que on tourne un peu en rond et on voit bien finalement les limites de ces politiques, notamment pour l'emploi. Vous parliez dans la Vienne de l'emploi industriel. Ce sont des grands groupes, des entreprises, on parlait d'Itron tout à l'heure, qu'on a financé en coût de subventions publiques, qui ont aussi bénéficié de plusieurs millions dans le cadre du crédit d'impôt et auxquels on ne demande aucune compensation pour maintenir l'emploi localement et qui vont finalement délocaliser une production et mettre au chômage un certain nombre de nos concitoyens sans qu'on leur réclame en retour quelque chose. Nous, notre objectif, enfin nos priorités sur l'emploi, c'est surtout social et environnemental. Il faut toujours prendre en compte les deux priorités. C'est aussi soutenir l'économie sociale et solidaire, tout ce qui est SCOP et autres, et arrêter de donner des subventions publiques à des grands groupes qui, finalement, ne redonnent pas cet argent-là ni à leurs salariés, ni à la population locale qui en pâtit également. Bruno Belin, à part accompagner, que peut faire l'Assemblée départementale, le Conseil général? Maintenir l'investissement. Ça, c'est la politique des élus départementaux de la majorité dans la Vienne. Maintenir le niveau d'investissement. Je crois qu'il faut saluer, nous sommes un des rares départements, allez voir ce qui vous citiez les Deux-Sèvres tout à l'heure. La Vienne, c'est 20% de notre budget consacré à l'investissement, 20 millions d'euros apportés à l'aide aux communes. Ça, c'est du carnet de commandes pour les entreprises. Ça n'empêche pas les plans sociaux, on est d'accord. Je comprends que le leader socialiste y soit dans la peine, il cherche des ratios, mais la Vienne est moins le centième des départements de France en démographie. Je comprends qu'il soit dans l'embarras. Nous, les chiffres sont clairs. La zone du Futuroscope, c'est 10 000 emplois. Le Center Park, c'est de l'emploi. Les Viennopôles, c'est 1600 emplois. Quand on injecte de l'aide aux communes, c'est de l'emploi direct pour les artisans locaux. Les politiques de solidarité depuis 10 ans, c'est 10 000 emplois sur tous les territoires. Donc, voilà la réalité. Donc, ce qu'il faut dire, Alain Verdun, pour le Front National, il faut que l'investissement public soit maintenu, quelles que soient les couleurs politiques. C'est bien ce que vous êtes en train de nous dire. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas, évidemment, maintenir les investissements. Mais les investissements publics. Mais seulement, il y a une chose, il n'y a pas que cela. Moi, quand j'entends dire aussi bien de l'UMP comme du Parti Socialiste et puis des Verts, comme quoi, évidemment, qu'il y a les entreprises, évidemment, qui délocalisent et tout ça. Mais je crois que vous êtes tous responsables. Vous êtes responsables de la circulaire de détachement, du travailleur détaché. Vous avez tous cautionné cette politique du travailleur détaché. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui viennent sur notre territoire avec leurs employés, qui rabaissent évidemment les salaires à bas coût et qui nivellent un petit peu le salaire des employés. Ça, c'est une première chose. Vous avez aussi autre chose. Il faut baisser les charges des artisans et des commerçants. Et ça, la collectivité de l'Assemblée départementale peut le faire ou pas? Elle peut le faire. Elle peut le faire. Elle peut intervenir au niveau de l'État de telle façon à sauvegarder l'emploi et aussi créer des petites structures. J'étais à Neuville dimanche dernier.
eh bien, il y a un artisan dans le BTP qui est venu me voir et qui a dit « la semaine dernière, j'ai licencié 9 ouvriers. Je n'en peux plus. Les charges du RSI me plombent et je n'en peux plus. Et moi, je n'arrive même pas à me faire un salaire, même pas au SMIC par mois, et je me lève à 5 heures tous les matins. » On en est arrivé là. Alors, à propos justement de compétences et de clauses de compétences générales, ce qui permet à un département d'agir dans des domaines qui ne sont pas forcément ces domaines régaliens, vous êtes tous ici favorable à maintien de cette clause de compétence générale pour laquelle, effectivement, d'abord, elle sera supprimée. Elle a été retirée par les députés très récemment. Jean-Daniel Busseau. Oui, je pense qu'on nous a souvent reproché, effectivement, chacun s'occupe un peu de tout, croise les différentes compétences. Ce qui était nécessaire, c'était de clarifier. Les départements sont effectivement recentrés sur leurs compétences principales, les solidarités humaines, solidarité au territoire. Il y avait des points comme les collèges qui ont été discutés à un moment donné. Je pense que c'est cohérent. Et puis, il faudra s'harmoniser entre les différents niveaux de collectivité pour éviter les doublons et les dépenses inutiles. Ce qui veut dire, si je vous entends bien, Bruno Belin, le département ne pourrait plus investir dans les universités, pourrait plus appuyer la recherche, pourrait plus financer c'est catastrophique les écoles. Ce que j'entends, parce que voilà, c'est l'illustration de le retrait, alors qu'au contraire, il faut aller de l'avant. Les territoires ont besoin d'engagement, il faut aller de l'avant. Et la clause de compétence générale, c'était une bonne chose. Il n'y aurait pas le Futuroscope si elle n'avait pas existé il y a une trentaine d'années. Ça nous a permis, nous, depuis 10 ans, un exemple concret, de s'engager sur la santé, sur les territoires. On a annoncé hier, le gouvernement socialiste annonce hier des mesures pour la santé. Nous, ça fait 10 ans qu'on s'y est engagé pour mettre des maisons de santé avec des acteurs. Vous savez, le gouvernement socialiste met les médecins dans la rue. Nous, on les a mis sur les territoires déjà depuis quelques années. Pour vous, Myriam Rossignol, même chose. La clause de compétence, elle vous parle, elle vous dit quelque chose. Elle est inutile pour la bonne gestion du département, oui ou non? Non, je pense qu'effectivement, elle apportait une certaine aussi identité dans la politique que voulaient mener les assemblées départementales. Mais moi, je voudrais juste revenir quelques secondes sur le type d'emploi qu'on offre actuellement dans la Vienne, parce que j'entends qu'on parle de Center Park. Je pense que des chiffres sont donnés, 600 emplois, mais il faut aussi avoir en tête, et je pense que les salariés qui nous écoutent comprendront tout de suite, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête qu'il va y avoir des contrats précaires avec des temps partiels imposés, subis. On va faire signer à des gens non seulement des emplois saisonniers, mais de 10 heures hebdomadaires. Donc moi, j'aimerais qu'on m'explique comment on peut vivre aujourd'hui en France et dans la Vienne avec 10 heures hebdomadaires. Alain Verdun, les contrats aidés, vous y croyez, vous? Oui, j'y crois, mais très peu. Vous savez, je suis assez limité, évidemment, dans cette réflexion, parce que moi, je crois que là, on ne parle pas beaucoup, évidemment, du développement des petites entreprises et structures. Vous parlez, Monsieur Belin, qu'il faut développer, évidemment, le Center Park et tout ça. Mais si ça continue, on va devenir comme la Grèce. On va être ni plus ni moins un pays touristique. Je crois quand même que nous avons un potentiel de création, un potentiel de développement économique. Et jusqu'à là, j'ai l'impression... C'est de l'économie. Hein. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par jour dans la Vienne. C'est de l'économie, c'est de l'emploi. Oui, d'accord, mais ça dure combien de temps? C'est pas de l'emploi pérenne aussi. Le Futuroscope, ça fait plus de 30 ans. Il y en a beaucoup qui ont travaillé sur la LGV, se retrouvent aujourd'hui sur le tapis. Alors justement, toujours à propos d'économie, il y a les routes, c'est l'économie, les infrastructures routières, ferroviaires, c'est de la politique également. Dans le contrat de plan État-région, ici et là, les derniers invités concernant les voies libres, notamment pour le département des Deux-Sèvres, beaucoup ont dit que le département avait été le grand perdant. Est-ce que le département de la Vienne considérait qu'il est le grand gagnant de ce contrat État-région? Bruno Belin. En matière de travail d'intelligence fait par Claude Berthaud, en lien avec l'ensemble des acteurs des différentes collectivités. Moi, je n'ai pas évidemment à émettre un commentaire sur ce que d'autres collectivités ont voulu faire. Nous, voilà, dans la Vienne, on est toujours à la recherche de projets. Parce que finalement, les projets, c'est ce qui fait l'investissement et le développement des territoires. Donc, il y en a eu, il y en aura d'autres. Il faut un grand schéma routier pour la Vienne, pour le mandature à venir. Il faut absolument, comme nous l'avons fait, nous, depuis déjà quelques mois, décidé au Conseil général, ce schéma d'aménagement numérique pour le département. Voilà, ça, c'est l'intelligence territoriale au service des populations. Jean-Daniel Busseau, sur le schéma routier, il y a des grands absents. RN 147, pour l'instant, toujours pas financé. Du côté de Loudun, toujours pas financé. Visiblement, la déviation de Lussac-les-Châteaux a pris tout le budget qui est consacré aux routes pour le département de la Vienne. De l'État. Il y a un moment où il faut effectivement décider de Est-ce que c'était un bon choix de tout mettre sur la déviation du Lussac-les-Châteaux? Ça a été le choix de tous les partenaires et dans le département, on a été tous d'accord pour mettre ça en priorité, oui, effectivement.
À la condition du pont à double voie. Aujourd'hui, on voit que l'ensemble des politiques au niveau des transports, c'est le tout camion, c'est les tout voitures individuelles. Nous, de notre côté, on défend coûte que coûte les transports collectifs parce que c'est notamment une utilité sociale, mais c'est aussi une utilité environnementale. Et le tout camion, le tout 40 tonnes sur les routes de France et de Navarre, ça veut dire aussi des effets environnementaux absolument irrévocables sur l'effet de serre et autres. Mais c'est aussi des coûts financiers autres. Il faut savoir qu'un 40 tonnes en coût de voirie, ça a le coût de 160 000 voitures. Donc pour nous, c'est avant tout le transport collectif, la réouverture de certaines lignes et l'avantage donné au TER, des Neuville-Poitiers. Avec l'appui du Conseil général, pour le coup. Là, il est acteur. Absolument. Pour nous, la sécurité routière n'a pas de prix. Alain Verdun, sur ces questions-là, alors on va passer au collège, justement. On vous a pas entendu, souvent on reproche au porte-parole du Front National de ne pas avoir des propositions concrètes pour le département sur des élections comme celle-ci. Les collèges, c'est un enjeu énorme pour le Conseil général de la Vienne. Pour vous, vous avez une position de principe sur ces questions-là? Il y a des collèges à rénover, il y a des collèges à restaurer, il y a des collèges à construire, notamment en milieu rural. On parlait de compétences. Il faut savoir sur quel domaine de compétences que l'on va avoir. Puisque, étant donné que la loi est plus ou moins, évidemment... Sur les collèges, visiblement, c'est acquis. C'est acquis. Mais ça, c'est une compétence, évidemment, des cantons. Le responsable du départemental dans le canton, évidemment, et lui est à même, évidemment, d'aller devant les élus, c'est-à-dire les maires et tout ça, et de voir quels en sont les besoins. Mais ça, par contre, c'est une priorité. Alors, Bruno Belin, justement, sur la carte des collèges, la réforme des collèges, que dit le département? Visiblement, vous n'avez pas choisi ni tranché. Nouveau collège, restauration, rénovation, on ne sait pas où va le département. La restauration est tout à fait sur cette question-là, la carte. Henri Collin a fait un travail extraordinaire depuis ces 2 dernières mandatures. 60 millions d'euros ont été mis par 2 plans collèges. Donc ça, je crois que on peut que saluer ce travail-là avec une volonté, c'est le maintien de tous les collèges en milieu rural. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de la Vienne. Allez voir ailleurs, ce n'est pas le cas. Nous avons affirmé, réaffirmé la nécessité, parce que c'est de l'aménagement du territoire, parce que c'est de l'équité aussi pour les habitants en milieu rural et donc pour les collégiens, le maintien des collèges partout là où c'est nécessaire. Alors, il y a plusieurs voies qui poussent à la construction de nouveaux collèges. D'autres qui disent faut-il de gros établissements ou des collèges de proximité? Est-ce que cette question-là est tranchée chez vous? La question de la proximité est indiscutable par rapport au territoire en milieu rural. Vous ne pouvez pas mettre les collégiens des heures et des heures dans les cars. Regardez la réforme des rythmes scolaires. La réalité du territoire où je suis élu, c'est que les enfants font 50 heures de cars en plus par an. Donc, pendant ce temps-là, d'autres font autre chose. On ne peut pas tout concentrer sur Grand Poitiers, on est d'accord. Assurer la pénibilité, la fatigue pour les collégiens. Et donc c'est pour ça que la proximité, c'est la bonne réponse. Jean-Daniel Busseau, sortez une question, puisque souvent ce sont des conseillers généraux socialistes qui ont soulevé cette question-là. Vous êtes favorable de quelle manière? Construction de collèges de proximité? Il faut désengorger les gros collèges? Vous savez, sur les collèges, on a une première chose. D'abord, tout à fait satisfait que cette compétence va rester au niveau des départements, parce qu'effectivement, c'est une compétence de proximité et d'aménagement de tout le territoire. Mais il y a une première responsabilité. Moi, j'entends bien les millions dont parle Bruno Belin. 60 millions, c'est jusqu'en 2020. Ils n'existent pas. Depuis les deux collèges sont votés. Non, mais votés, mais juste. C'est promis jusqu'en 2020. Voté. Entre 2010 et 2015, non seulement les crédits pour les collèges n'ont pas augmenté, mais ils ont légèrement diminué. Le résultat, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on se pose la question, y compris pour des collèges, c'est le cas d'Henri IV à Poitiers, de sa disparition. C'est fini, malheureusement, fin de l'émission. L'émission passe très très vite, effectivement. Merci à tous les 4 d'avoir accepté cette émission. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet poitou-charentes.france3.fr. Je vous retrouve dimanche 22 mars dès 20h15 aux côtés de Jérôme Villain pour une grande soirée électorale. France 3 Poitou-Charentes se mobilisera avec l'ensemble du personnel pour vous faire vivre cette grande soirée électorale. D'ici là, c'est le midi pile, l'info dans votre région. Bon week-end à tous et à dimanche 22 mars.